Bonjour à tous, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. On attaque ici la partie 3.2, changement de la biodiversité au cours du temps. Et on va aborder l'activité 2, dont vous pouvez à présent lire le titre. Ce document, vous devez bien sûr l'avoir sous les yeux, et vous devez également avoir fait le travail demandé, sinon tout ça perd grandement de son intérêt. Le premier document de l'activité est celui-ci. Il vous présente un graphique assorti de 4 images. Les barres verticales représentent le nombre de genres que l'on connaît, que l'on a identifiés, dans le groupe des chevaux et rhinocéros à gauche et dans le groupe des éléphants à droite. Ce sont deux groupes de mammifères vieux de 55 millions d'années. En bleu, ce sont les genres qui sont à présent éteints et dont on ne connaît que des fossiles. Vous connaissez par exemple le mammouth, qui est un genre d'éléphant qui a disparu il y a à peu près 10-15 000 ans. En jaune, ce sont les genres qui existent à l'heure actuelle. Par exemple, on compte deux genres chez les éléphants actuellement. L'Oxodonta qui correspond aux éléphants d'Afrique, donc il existe deux espèces, et Elephas qui correspond aux éléphants d'Asie. Ça, le document ne le dit pas, mais je le précise pour votre culture générale. À partir de ce document, la consigne 1 vous demande de critiquer la phrase suivante. La biodiversité actuelle représente moins de 1% de la biodiversité totale qui a existé sur Terre. Alors il ne s'agit pas de dire c'est vrai ou c'est faux, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Critiquer, c'est effectivement émettre un jugement, mais qui soit raisonné et nuancé. Vous pouvez relever les aspects positifs et négatifs de la proposition, examiner ses limites, les problèmes qu'elle pose, mais toujours de façon articulée, argumentée, ça c'est vraiment important. Donc ici, la phrase elle est très précise, sans doute trop d'ailleurs, et c'est ça qui est problématique. Si je tente une reformulation plus générale, et donc moins critiquable, ça pourrait donner quelque chose comme la somme des espèces ayant existé est beaucoup plus importante que la somme actuelle. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec cette formulation. Maintenant, est-ce que la biodiversité passée représente plus de 99% de la biodiversité totale? C'est plus difficile à dire. Alors, premièrement, si on commence à évoquer un chiffre, il faut voir si ceux présentés dans le document sont en accord avec ce chiffre. Si je fais la somme des deux groupes là, chevaux et rhinocéros plus éléphants, ça me fait 6 plus 2 égale 8 genres qui existent sur Terre au moment où je parle. Et si je rapporte ça au nombre de genres éteints, mais appartenant au même groupe, il faut que je divise par 238 plus 42, 280. Et si on fait le calcul, eh bien on obtient 2,86%, donc un chiffre supérieur au 1% annoncé dans la phrase de l'énoncé. Alors là, j'entends déjà certains élèves me dire ouais, mais il faut faire la somme totale et ça fait 288 et pas 280. Très bien, j'apprécie votre rigueur, mais 8 divisé par 288, ça fait 2,78%. Donc un chiffre très similaire, autrement dit, ça ne change pas la conclusion. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ce calcul en ne considérant que deux groupes d'êtres vivants alors qu'il en existe vraiment mais beaucoup plus? Est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que c'est vraiment représentatif? Alors je ne sais pas. En tout cas, on peut se poser la question et en faisant ça, on est vraiment en train de faire une critique. Et puis à ça s'ajoute un autre problème, celui des espèces que l'on ne connaît pas. Des espèces qui ont peut-être existé, mais dont on n'a jamais retrouvé de fossiles. Idem pour les espèces qui peuplent actuellement la Terre. On ne sait pas combien il y en a. On en découvre tous les jours, et des scientifiques en sont réduits à des estimations. Est-ce qu'il y a plutôt 2 millions, 5 millions, 10 millions d'espèces sur Terre? Il y a encore une grande incertitude là-dessus. Et puis, dernier élément de réflexion, qu'est-ce que signifie ce chiffre de 1% vraiment, ou cet ordre de grandeur? Ben, ça veut surtout dire que ce qu'on observe aujourd'hui n'est qu'un instantané de la biodiversité totale, laquelle évolue sans cesse avec des espèces qui disparaissent et d'autres qui émergent. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de biodiversité aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ou 50 ou 500 millions d'années? Impossible de le dire avec les seules données présentées ici. D'autant plus qu'on compare une somme, une accumulation sur 55 millions d'années, avec juste la situation actuelle sur un temps très bref. Voilà, donc au final, je vous donne un certain nombre d'arguments sur lesquels on peut s'appuyer pour remettre en question la phrase de départ et ainsi la critiquer. On regarde les documents suivants, alors qui sont un peu compliqués. On a ce qu'on appelle un diagramme pollinique. Ça montre la proportion de grains de pollen qu'on trouve dans des sédiments qui se sont accumulés au cours du temps. Alors ces pollens, vous le voyez, appartiennent à différentes catégories de végétaux qui sont illustrés.
À gauche, on a des arbres comme le chêne ou le pin laricio. Et sur le diagramme, ça va correspondre aux grains de pollen qui sont représentés en vert. Et à droite, on a des herbacées comme l'armoise ou le kénopode. Et les pollens correspondants apparaissent dans des tons de rose et de violet dans le diagramme. Dans le même document, on a aussi des photos de paysages, donc steppe en Mongolie, forêt de pin laricio en Corse et la région du lac de Créneau qui nous intéresse et qui est située également en Corse. Alors pour bien comprendre ces données, on va voir un peu ce qui s'est passé dans la région du lac de Créneau au cours des derniers millénaires. Pour ce faire, je vais présenter ça sous la forme d'un schéma que je vous invite à refaire sur votre cahier en même temps que moi. Ça vous aidera à comprendre. Dans ce paysage ancien, je représente une étendue d'eau qui correspond au lac que l'on peut encore observer aujourd'hui. La végétation dominante à cette époque, ce sont des herbacées. Ces herbacées sont des plantes à fleurs qui sont donc pourvues d'étamines, lesquelles peuvent libérer des grains de pollen. Le vent se charge en général de les disperser un peu partout, et certains grains vont certainement tomber dans l'eau. Une partie du pollen va descendre, va couler, va sédimenter et se déposer au fond sur le sable, la vase ou je ne sais quoi. Bien sûr, ce processus de sédimentation se déroule de manière à peu près continue et les particules végétales de l'époque se retrouvent ainsi enfouies en permanence. Le temps passe, la végétation évolue. Ici, ce sont des arbres, des conifères qui ont progressivement remplacé les herbacées. Ces arbres produisent également du pollen qui est transporté dans les airs et qui va avoir la même destination que le précédent, c'est-à-dire le fond du lac. Bien sûr, ce dépôt est plus récent, et si on regarde les strates qui se sont formées lentement avec le temps, les plus superficielles sont les plus récentes, et les plus profondes sont les plus anciennes. Maintenant, si on vient faire un carottage des dépôts de sédiments, eh bien on va retrouver à différentes profondeurs des grains de pollen, qui sont autant d'indices de la végétation du passé. Donc ça nous permet de reconstituer approximativement la végétation d'époques parfois très anciennes. C'est ce type d'approche qui a été utilisé pour réaliser ce diagramme. Alors je me répète, mais l'idée importante à retenir ici, c'est qu'on a un dépôt et une stratification de sédiments au cours du temps, les sédiments les plus profonds étant les plus anciens. Dans le graphique, les plus anciens, ce sont des sédiments prélevés à une profondeur d'environ 6,50 m sous le fond du lac, et ça correspond à un dépôt qui s'est produit environ 17 500 ans avant notre ère. Il faut donc comprendre que le temps s'écoule comme ceci, pour arriver à l'époque actuelle qui est à l'extrémité de la flèche, et comme les sédiments ont emprisonné des grains de pollen, on peut reconstituer la végétation contemporaine de chaque dépôt. Si on regarde ce qui se passe dans les temps anciens, on constate qu'on a majoritairement des herbacées, et si on lit les chiffres sur l'axe des abscisses, c'est à peu près 60% d'armoise en rose pâle et de kénopode en violet que l'on trouve dans le paysage de l'époque. Alors ceci est vrai jusqu'en moins 13 000 environ, et si on se réfère au texte du document, eh bien ce type de végétation est compatible avec celui d'une steppe, comme on en trouve actuellement en Asie centrale. La steppe, elle est représentée sur la photo qui est en bas à gauche. Donc, on a déjà une première info sur l'écosystème qui existait à cette époque. Ensuite, on constate que la proportion de pollen change avec la couleur verte qui devient dominante pour atteindre et dépasser 60%. À partir de moins 10 000, le document 2 nous dit que, je cite, « S'il y a plus de 60% de pollen d'arbres, on considère qu'il y a une forêt. » Et si on regarde attentivement, l'arbre ultra majoritaire dans cette forêt, c'est le pin laricio. Ensuite, si on remonte dans les strates plus superficielles, c'est-à-dire si on se rapproche de l'époque actuelle, le pourcentage de pins diminue, celui du chêne augmente et d'autres arbres apparaissent. En d'autres termes, on a une diversification de la végétation et la forêt évolue. Alors qu'est-ce qui peut bien expliquer ces changements de la biodiversité au cours du temps? Si l'on en juge par les photos et si on mobilise un peu ses connaissances, la steppe est un paysage typique des climats froids, tandis que les forêts de pins, on en trouve en Corse, où le climat est méditerranéen. Donc tout porte à croire qu'il y a eu un changement de climat dans la région au cours des derniers millénaires, un changement qui est plutôt un réchauffement bien sûr, et effectivement, moins 10 000, ça correspond plus ou moins à la fin de la dernière période glaciaire. Voilà, ce diagramme, il n'est pas forcément facile à lire de prime abord, mais c'est important que vous compreniez comment il a été établi et quelles informations on peut en tirer. Il nous reste 3 autres consignes à corriger, qui sont globalement plus simples. Je vous laisse donc y répondre par vous-même, et lorsque vous aurez terminé, je vous inviterai à cliquer sur l'image en haut à gauche de l'écran
pour accéder à la correction.